Bonjour à tous et à toutes. Il me fait grand plaisir d'être avec vous et de participer à cette deuxième journée de colloque. Alors, le 21 septembre dernier, lors de la Journée internationale de la maladie d'Alzheimer, on m'invitait à donner une conférence pour souligner les 30 ans de la Société Alzheimer des Laurentides. Et l'invitation m'était venue d'une de mes patientes, Francine, et de son époux, membre du conseil d'administration de cette Société Alzheimer. Francine a le même âge que moi. À chacune de ses visites, je trouve Francine, son histoire, sa vie très émouvante. Elle m'amène toujours à garder le cap sur le fait que ce sont les personnes atteintes qui sont les principaux acteurs de leur histoire et de leur vie avec la maladie. C'est un point éthique fondamental que je dois toujours garder en tête quand je vois mes patients. Même en présence de difficultés cognitives grandissantes, je dois garder en tête qu'elle conserve son identité, ses droits, une place dans la communauté, son humanité en somme, en espérant que ceux et celles qui l'entourent et la société où elle vit en fassent autant. Alors c'est donc en pensant à Francine et à tous les patients que j'ai suivis depuis 30 ans, à leur parcours unique et singulier, à celui de leur famille, de leurs amis, des soignants et même de la société où ils vivent, que j'ai préparé cette conférence grand public intitulée « La maladie d'Alzheimer, une urgence sociétale et éthique ». Alors, dans le cadre de ce colloque, je laisserai de côté le volet médical et je me contenterai de dire que nos connaissances, évidemment, sur la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées ont beaucoup évolué depuis 30 ans. Même si on n'a toujours pas de traitement pour guérir la maladie, on progresse à grands pas et c'est encourageant. La recherche fondamentale est importante, mais la recherche psychosociale est tout aussi importante en attendant la découverte de traitements médicamenteux plus efficaces. Elle est une composante essentielle d'un effort global pour améliorer le confort et la situation de vie des personnes atteintes. La maladie d'Alzheimer s'inscrit à la rencontre de plusieurs dynamiques, scientifiques et médicales bien sûr, mais aussi associatives, médiatiques, politiques. M. Alzheimer serait bien fier car son nom est devenu un nom commun. Tout le monde ou presque sait ce qu'il désigne. Et d'une catégorie scientifique et médicale, la maladie d'Alzheimer est aussi passée à une catégorie sociale. Elle est devenue un problème de santé publique et par le fait même, un véritable enjeu social et politique. Alfred Binet, un psychologue français, disait « Le nombre est le facteur qui donne son importance à chaque phénomène social ». Pour en faire la démonstration, voici quelques statistiques sur la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées que vous connaissez sans doute, mais qui nous saisissent à chaque fois. Aujourd'hui même, il y a environ 125 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au Québec, 300 000 au Canada, 860 000 en France et 5 ou 6 millions aux États-Unis. Dans le monde, 11 millions en étaient atteints en 1980, 25 millions en 2004, 36 millions en 2010 et il y en aura 66 millions en 2030. C'est un baby boomer sur 5, c'est 5% des gens de plus de 65 ans et 50% des gens de plus de 90 ans. De 1950 à 2050, la population de plus de 65 ans aura doublé. En 2021, on estime qu'une personne sur 5 aura plus de 65 ans. Donc, partout dans le monde, on reconnaît l'urgence d'agir, une véritable urgence sociétale de développer un plan de lutte contre la maladie. Plusieurs pays ont développé leur plan d'action, le Québec, la France, les États-Unis, le Portugal, l'Australie, la Corée du Sud, la Norvège, pour en nommer quelques-uns. La maladie d'Alzheimer fut désignée grande cause nationale par le président Sarkozy en France en 2007.
Et en 2012, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées priorité de santé publique. La France et le Québec ont des programmes spécifiques et parallèles de lutte contre la maladie. Ce sont les plans Alzheimer, lancés en 2009 par l'Agence nationale de recherche français, le Fonds de recherche en santé du Québec et l'Institut du vieillissement des instituts de recherche en santé du Canada. Des collaborations de recherche existent entre les deux pays. Le président Barack Obama a pour sa part lancé son plan en mai 2012. Alors, le premier objectif du plan Obama est de prévenir et de traiter la maladie d'ici 2025. Donc, les objectifs sont assez élevés. Il a accordé un budget de 156 millions de dollars, l'essentiel pour la recherche biomédicale, et 26 millions au soutien des personnes malades et leurs proches, ce qui est quand même peu pour le nombre de personnes atteintes aux États-Unis, soit un peu plus que 5 à 6 millions. Le plan Alzheimer français, pour sa part, a dégagé 1,6 milliard d'euros sur 5 ans, 1,2 milliard à l'accompagnement des patients et de leurs familles, 200 millions au système d'offres de soins, 200 millions à la recherche et 400 000 euros pour la création d'un espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Ce plan est totalement centré sur la personne malade et sa famille, qu'il s'agisse de la recherche, du soin ou de l'accompagnement. Le plan Alzheimer du Québec, proposé en 2009, est aussi centré sur la personne atteinte, sa famille et centré sur l'accessibilité aux services personnalisés et coordonnés d'évaluation et de traitement via les groupes de médecine familiale et les infirmières pivots. Le gouvernement a dégagé 5 millions. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un plan qui est centré sur la personne. On aurait aimé qu'il soit aussi centré sur une pédagogie en aval avec un programme pour aider les gens qui vont former les personnes travaillant dans les groupes de médecine familiale. Et on aurait aimé aussi que le gouvernement dégage de l'argent pour la recherche. Le plan Alzheimer s'est mis en action au printemps 2013. 19 projets pilotes en GAMF ont été acceptés et ils recevront 250 000 $. Il y aura une équipe de recherche indépendante spécifiquement pour évaluer les résultats de ces projets pilotes-là en vue de l'implantation éventuelle de ce mode d'organisation à l'échelle du Québec. En espérant que tous les citoyens et citoyennes du Québec puissent un jour bénéficier de cette approche personnalisée et interdisciplinaire, car l'accessibilité aux soins est aussi une question de justice sociale. C'est un point éthique fondamental. Ceux et celles qui sont en première ligne dans l'accompagnement des personnes atteintes, les aidants naturels, les professionnels et tous ceux qui prennent soin d'elles au quotidien doivent être reconnus et soutenus par la société. C'est une exigence de solidarité sans laquelle notre société ne serait plus une société véritablement humaine. Le pouvoir des individus et des associations dans la construction de l'image sociale de la maladie d'Alzheimer est énorme. La maladie d'Alzheimer a acquis sa visibilité sociale à partir du moment où des individus et des groupes d'individus, des associations, en ont fait un objectif de revendication. La première des associations Alzheimer a été créée au Canada en 1977, l'Alzheimer's Society of Canada, puis s'est étendue en Grande-Bretagne en 1979 avec l'Alzheimer's Disease Society. En 1980, l'actrice américaine Rita Hayworth a été à l'origine de la fondation de l'ADRDA, the Alzheimer's Disease and Related Disorders Association, et en 1985, de la création de l'ADI, l'Alzheimer's Disease International, qui chapeaute l'ensemble des associations nationales. Et je rappelle que c'est en 1987, sous la pression de l'Association des familles américaines touchées par la maladie d'Alzheimer, que le Congrès américain a autorisé la mise en marché
du premier médicament pour la maladie d'Alzheimer, la tacrine ou Cognex, un inhibiteur de l'acétylcholinestérase qui fut malheureusement retiré du marché parce qu'il était toxique pour le foie pour 25% des personnes atteintes qui l'utilisaient. C'est dommage parce que c'était une médication qui était un peu plus efficace que les molécules qu'on a aujourd'hui, Exelon, Aricept. C'est une étude auquel j'ai participé à l'époque. La révélation publique des maladies vedettes comme Rita Hayworth et l'ex-président Ronald Reagan ont contribué à une construction plus positive de l'image sociale de la maladie d'Alzheimer. Et la représentation de l'image sociale de la maladie d'Alzheimer a aussi changé depuis 30 ans parce que le fléchissement de la mémoire est devenu une source d'inspiration littéraire et cinématographique et plus généralement artistique. Des courts-métrages comme Henri et des films comme L'autre maison présentés en 2013 changent la perception du public. Des représentations plus positives peuvent souvent signifier des pratiques sociales plus empathiques. La manière dont les médias parlent de la maladie d'Alzheimer participe aussi à l'élaboration du discours social sur la maladie d'Alzheimer. L'accent est toujours mis sur les nouvelles découvertes thérapeutiques. Mais le sensationnalisme recherché fait que certaines informations, comme les services qu'on peut avoir auprès des sociétés Alzheimer, les services rattachés au plan Alzheimer qui se mettra en place, ou des conseils très simples mais efficaces, sont peu diffusés. Également, des émissions comme celle présentée à RDI en septembre 2013 sur les proches aidants changent la perception du public. En donnant la parole aux proches aidants, on en apprend vraiment beaucoup. Outre d'apprendre que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont des maladies graves qui tirent parfois le meilleur des individus, on apprend sur ce qui ne fonctionne pas dans notre système de santé. La Société Alzheimer offre des programmes destinés à informer les aidants sur la maladie, à les aider à s'adapter, à inscrire la maladie dans leur existence, à se refaire un équilibre de vie, à améliorer leurs propres relations soignantes. Une fois que les aidants ont fait la démarche de rejoindre une association Alzheimer, ils sont généralement très satisfaits. Cependant, il y a des couples et des familles qui ne seront jamais disposés à accepter ce genre de soutien. Donc, dans l'offre de services par les groupes de médecine familiale, il faudra penser à faire une place aux psychothérapies individuelles, conjugales, familiales, auxquelles finalement peu de gens ont accès. Ce support psychologique deviendra également de plus en plus important si on tient compte du fait que les progrès réalisés dans les domaines de la neuropsychologie, de la neuroimagerie et de la neurobiologie ont permis l'émergence de nouveaux marqueurs du diagnostic pour faire un diagnostic plus précoce. Cette détection précoce, par contre, nous amène à une réflexion éthique importante. Si on peut et si on veut dépister plus précocement la maladie d'Alzheimer chez un grand nombre de personnes, encore relativement autonomes, professionnellement actives et conscientes de leurs difficultés, avons-nous les ressources médicales pour le faire? Avons-nous le support neuropsychologique et psychologique pour examiner l'impact des déficits, non seulement dans l'ajustement personnel, familial et social, mais aussi professionnel? Avons-nous les ressources pour les aider à comprendre la maladie, à identifier les moyens de la gérer adéquatement et à mettre en place des objectifs de vie satisfaisants et adaptés? D'où l'importance de l'accessibilité aux soins via le plan Alzheimer Québec. Au Québec comme ailleurs, la société évolue. De plus en plus de gens vivent seuls, les contacts sont rompus avec la famille. Il faut inclure les amis, voire même les voisins, dans les proches aidants. Il y en a des très bons qui nous rassurent sur le genre humain, mais il faut rester vigilant face aux abus de toutes sortes. Les groupes de médecine familiale en milieu urbain devront tenir compte des distinctions ethniques dans l'évaluation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et dans leur offre de soins. Cette dimension ethnosociale pourrait même faire l'objet d'un colloque tant elle est importante
dans le Québec pluriel où on vit. Les travaux ne manquent pas sur le fardeau du proche aidant, sa santé physique et psychique. Ces travaux ont le mérite de lever le silence sur les épreuves de toutes sortes qu'il traverse. Et la recherche psychosociale laisse encore dans l'ombre de nombreux aspects de la vie intime du couple, notamment tout ce qui échappe à la parole. On se souviendra que l'intimité est au couple ce que l'identité est au patient. Les aidants naturels ont le dos large au Québec. En confiant les tâches aux aidants naturels, la collectivité fait l'économie du recours à des équipes et à des institutions qualifiées. Mais on attend que l'aidant naturel soit au bout du rouleau avant de réagir et en bout de ligne, on se retrouve avec 2 personnes malades, ce qui est un non-sens. Les services médico-sociaux découvrent souvent la souffrance des proches aidants sans avoir les moyens de la soulager. Et plus l'aidant est organisé, plus il est présent, plus les services se retirent pour être distribués à d'autres qui en ont plus besoin ou à d'autres dont l'entourage s'implique moins. Là encore, c'est un non-sens. Alors, vivement la diffusion du plan Alzheimer à tout le Québec. Si on diagnostique tôt la maladie, il faut s'attendre à ce que plus de personnes atteintes au stade léger développent une voix. Et cette prise de parole des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des démences apparentées au sein de l'espace public est nécessaire. Alors, que nous disent les personnes atteintes? Elles nous disent qu'après la perte du sentiment de soi, après l'atteinte corporelle, ce qu'ils craignent le plus, c'est la peur de ne plus être écoutés, c'est le changement d'attitude de l'entourage, c'est la peur du regard des autres, c'est la peur de la perte du contrôle sur leur existence, c'est la peur de devenir dépendant des autres. Et c'est particulièrement poignant quand les personnes sont jeunes. Ils ont peur que le poids de la dépendance n'étouffe leurs proches et les empêche de vivre. Les personnes atteintes n'ont pas la vie facile. Ils se battent pour garder le plus longtemps possible leurs capacités. Ils doivent en plus s'accepter tels qu'ils sont et tels qu'ils ne le seront plus. Ils doivent s'inventer un avenir, trouver des solutions pour que la vie reste belle et apaisée, et nous, on se doit de les aider. La maladie d'Alzheimer fait faire plusieurs sauts dans l'inconnu. Son parcours est loin d'être linéaire. Un premier saut difficile est bien sûr l'annonce du diagnostic, et il faut le faire avec une infinie sollicitude. Mais il faut toujours garder la vérité comme horizon. On a un devoir d'information qui repose sur un engagement moral envers le malade. L'annonce doit se faire le plus tôt possible pour que la personne soit mise en position de s'exprimer tant qu'elle le peut, tant qu'elle peut faire des choix éclairés. C'est donner à la personne le plus de chances de garder son droit à l'autodétermination. Il peut parfois être légitime de ne pas le faire pour protéger la personne atteinte, mais il faut évaluer au cas par cas. Un deuxième saut difficile est lorsque le proche aidant doit accepter de l'aide, accepter les services, accepter une dépendance. Pour certains couples et pour ceux et celles qui vivent seuls, c'est vécu comme la fin d'une intimité et il faut en tenir compte. Un troisième saut très difficile est sans doute lorsque la relation passe de la parole au corps, de la parole au comportement. Au stade léger à modéré, la personne communique par la parole et on la soutient par la parole. On se doit d'entretenir le plaisir de la conversation car ce plaisir facilite le processus de la pensée et l'expression du patient. Il faut développer une manière d'écouter et de répondre. Lorsque la personne ne peut plus s'exprimer, elle communique alors avec son corps. Le comportement devient un outil de communication. Même si les capacités cognitives diminuent, les possibilités d'expression émotionnelle et affective persistent longtemps et passent par l'expression corporelle et le comportement, et on doit toujours garder cette réflexion en tête. On peut avoir l'impression qu'en franchissant cette étape, la relation s'appauvrit d'autant, mais il n'en est rien. Pour la personne atteinte, cela devient littéralement une question de vie ou de mort. Les aidants et les soignants doivent apprendre à lire les émotions et les comportements. Une période d'agitation
n'a pas nécessairement une valeur négative. Elle nous renseigne sur le fait que quelque chose ne va pas. Il peut s'agir d'une infection urinaire, d'une douleur, d'une dépression. La déambulation, par exemple, peut aussi être une défense contre l'anxiété et la dépression. Déambuler, c'est un autre moyen de rester vivant, de s'éprouver encore vivant, de se sentir vivant. Les soignants doivent donc apprendre à offrir un soutien par la parole et aussi par le corps. Le soutien corporel devient un soutien psychique. Cette conception du soin par le corps exige beaucoup des soignants et une formation spécifique leur est nécessaire. Et c'est cette formation que les équipes spécialisées en gestion de troubles psychologiques et troubles du comportement associés au groupe de médecine familiale vont devoir transmettre aux aidants et aux soignants. Une autre période de crise où il faut se refaire un équilibre est certainement la relocalisation en ressources intermédiaires ou en CHSLD, le placement. Les aidants naturels oscillent entre soulagement et culpabilité. Même s'ils sont allés jusqu'au bout de leurs forces, plusieurs ont l'impression d'abandonner leurs proches. En fait, il n'en est rien. C'est un passage vers une autre forme de relation d'aide pour l'aidant naturel. La présence, la vigilance de l'aidant devient essentielle pour s'assurer qu'on respecte l'intégrité de la personne atteinte et ses droits dans ce nouveau milieu de vie. Le dernier saut, et non le moindre, c'est la fin de vie. Dans la littérature médicale, on traite moins de la fin que de l'entrée dans la maladie. Certains s'éteignent doucement et d'autres pas. Le soin palliatif est un soin particulier. C'est un art de soulager dignement une personne amoindrie par une maladie dégénérative, ayant une pneumonie, qui est souffrant et agité. Son état change à tous les jours et il faut une présence médicale et paramédicale bien formée dans le soin palliatif. En 2007, l'Institut national des statistiques du Québec démontrait que 30% seulement des gens au Québec ont un accompagnement palliatif de qualité. En espérant que le plan Alzheimer offrira aussi de la formation en soins palliatifs aux médecins et au personnel œuvrant en soins de longue durée, peut-être même avant même de penser à offrir de l'aide médicale à mourir aux patients souffrant de maladie d'Alzheimer. Au final, la maladie d'Alzheimer nous amène à évoluer socialement, et en particulier dans nos rapports collectifs à la maladie, à la vieillesse et à la mort. La constitution de la maladie d'Alzheimer en problème public a fait bouger les gouvernements. L'accessibilité aux soins est une question de justice sociale. Les gouvernements ont le devoir éthique de soutenir les personnes atteintes, les aidants naturels, les soignants, les enseignants. Ils ont le devoir éthique de soutenir la recherche. Cette démarche éthique devrait être une exigence pour tous, car le questionnement éthique conduira toujours à tenir vrai la nécessité absolue de considérer à titre premier la place de la personne atteinte, de reconnaître ses droits, sa citoyenneté, sa prépondérance dans la conduite de toute thérapeutique. Les proches aidants consacrent énormément de temps aux personnes atteintes. Elles aimeraient souvent que la famille, les amis, les soignants en fassent autant. C'est souvent la seule chose que l'on peut offrir, le temps, et c'est le plus beau des cadeaux. Et comme dit le renard au Petit Prince, pour qui sa rose est plus importante que toutes les autres, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.